Bonjour à tous, bienvenue au webinaire sur le thème Fuite des talents, redonner du sens aux carrières organisé par Welcome to the Travel, la verticale emploi formation du groupe Tourmac.com. Selon une étude menée par Microsoft, de World One Index 2021, près de 41% des salariés aujourd'hui envisagent de quitter leur poste cette année. La pandémie a complètement rabattu les cartes avec la fermeture d'agences, le télétravail, les nouvelles attentes des salariés et les longs mois d'attente de la reprise. Il est grand temps de préparer la reprise et comment réenchanter vos recrutements et éviter la fuite des talents aujourd'hui. Notre table ronde s'orientera autour des différentes actions et stratégies RH que vous pourrez mettre en place afin de retenir et d'engager vos talents. Alors, les intervenants présents aujourd'hui lors de ce webinaire seront donc Jean-Charles Francom, qui est salarié de Kit Voyage et président du collectif de défense des métiers du voyage. Nous aurons également la présence de Laetitia Régnier, qui est responsable de la formation professionnelle à l'ESCAET et qui sera accompagnée d'une apprenante, Gaëlle Marthe. Nous avons également Pierre Butin, consultant et formateur en ressources humaines et en management de la société Smart 4Sim. Et donc, en fait, chaque participant aura un temps de parole et nous aurons ensuite un temps pour les questions si le public en a. Donc, je vais donner la parole à Caroline Lelièvre, qui est journaliste et qui est spécialisée sur l'emploi et la formation et qui va animer donc la table ronde aujourd'hui. À bientôt. Merci. Merci Valérie. Bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous propose donc de commencer tout de suite. Le monde du travail a été particulièrement chamboulé par la pandémie. Pierre Butin, je rappelle que vous êtes consultant et formateur en ressources humaines. Quel est l'état d'esprit des travailleurs aujourd'hui? À quoi aspirent-ils? Eh bien, on peut dire que dans les aspirations des salariés, il y a des choses qui sont ressorties d'un an d'enfermement ou de changement ou de modification du travail, avec le télétravail. Moi, il y a des choses que j'observe dans l'entreprise. Il y a aussi des enquêtes qui ont été faites parce que je crois que beaucoup d'employeurs se préoccupent de savoir ce que veulent leurs salariés aujourd'hui après un peu cette sortie du tunnel de 2020. Alors, si on peut essayer de résumer un peu les principales attentes aujourd'hui, je dirais d'une part, c'est probablement un meilleur équilibre entre la vie privée et la vie pro. Alors, il y a un piège, je pense, quand on aborde la question des attentes des salariés, c'est de tomber dans le piège des générations en disant oui, la génération Z voudrait que. Moi, je pense que si j'en crois tous les gens, toutes les générations que je croise dans mon activité professionnelle, c'est une attente sociétale. Je dirais que c'est beaucoup plus large qu'une génération. C'est aujourd'hui des attentes globales de la plupart des salariés et pour avoir un meilleur équilibre entre la vie privée et la vie pro, parce que cet équilibre a été bouleversé de plusieurs manières et je crois qu'il y a une recherche d'un équilibre en fait. Ça passera par la possibilité pour les entreprises d'apporter des meilleures conditions de travail et puis ça apportera donc un ressenti qui est ce bien-être qui est attendu, je crois, de plus en plus et qu'on n'a pas ressenti depuis longtemps dans certains métiers, spécialement pendant cette période. Ensuite, je crois que c'est du lien social qu'attendent les gens parce qu'on a été privé de contact, on a été privé d'échanges, de convivialité, du plaisir de travailler en groupe et c'est clair que dans les attentes d'aujourd'hui, il y a à restaurer, réintroduire, redévelopper un lien social qui est lié d'ailleurs aussi à la fidélisation parce que c'est le lien d'appartenance derrière qui est en jeu derrière ce lien social. C'est aussi un meilleur équilibre entre des conditions de travail et un salaire. Alors, c'est très intéressant de voir ce qui se passe dans l'hôtellerie, la restauration actuellement et le tourisme. Arbitrer toujours entre un bon salaire mais des conditions de travail pas trop mauvaises parce qu'on a vu que dans les études de la DARES qui montrent qu'il y a des secteurs dans l'hôtellerie, restauration, tourisme qui ont perdu plus de 200 000 salariés, ça montre bien que les gens sont à la recherche d'un équilibre en disant si je dois changer de métier, comment j'arbitre entre le salaire qu'on me propose et puis si je trouve des meilleures conditions, il n'y a pas que le salaire qui compte, c'est ces conditions-là qui nous permettent d'arbitrer aussi un changement de métier. Et puis, je dirais plus de communication, plus de transparence dans les entreprises. Je terminerai avec ça en disant malheureusement le confinement le 16 mars 2020 il a été mis en place de manière brutale. On n'a pas eu le choix. Bon, du coup il n'y a pas eu de com, il n'y a pas eu de sens, il n'y a pas eu de lien et ça aujourd'hui on le regrette tous. Et je pense que d'avoir un peu plus de transparence sur le pourquoi, le comment des décisions managériales, c'est quelque chose qui est plus attendu je pense aujourd'hui de la part de beaucoup de salariés à cause de cette mauvaise expérience là aussi et peut-être à cause d'une histoire managériale en France qui était pas trop axée sur une certaine forme de transparence, au moins sur les intentions. Voilà. Très bien, merci. Le tourisme a été très impacté par la crise sanitaire. Jean-Charles Francom, vous êtes président du collectif de défense des métiers du voyage, CDMV. Comment est le moral des troupes?
Bonjour à tous déjà, merci de m'accueillir. Il est en vague, je dirais. Il suit les vagues, c'est-à-dire il est presque parfois dépressif, c'est-à-dire euphorique par moment, parce que ça rouvre, ça redémarre, on est motivé, on y croit. On nous a fait plusieurs fois cette histoire du stop and go ou du start and go. Ouais. Donc il est en vague mais quand même toujours là et résilient malgré tout, hein, de toute façon. Mais voilà, en vague, c'est-à-dire qu'on s'adapte. Du moins, on essaie de s'adapter. On en a perdu en route, c'est sûr. On en perdra peut-être encore. Il reste, je pense, essentiellement les passionnés, parce que c'est vraiment un métier de passion. Voilà. Voilà comment est le moral des troupes actuellement, je pense. Très bien. Alors, avec nous aujourd'hui, Gaëlle Marthe. Vous avez obtenu en septembre dernier un MBA à l'ESCAET. Vous avez fait le choix d'une reconversion professionnelle dans le tourisme. Je vous laisse nous présenter votre parcours et votre projet professionnel, s'il vous plaît. Alors, bonjour à tous. Mon parcours, j'ai été store manager pendant plus de 10 ans dans des grosses boutiques de chaussures et de vêtements. Et à un moment donné, je me suis dit, ben, c'est plus ma place. Il faut que je prenne une décision et que je fasse une reconversion. Je ne savais pas encore tout de suite vers où j'allais partir. Je suis partie en road trip pendant 5 mois en Asie. Et à mon retour de mon road trip, j'ai été confinée. Février 2020, ou 2020. Et donc, je me suis dit, ben, en fait, je veux partir dans le tourisme, je veux aider la bonne cause, le tourisme durable, je veux en apprendre plus, je vais profiter de ce confinement pour grandir. Et je suis rentrée à l'ESCAE, du coup, l'année dernière, au mois d'octobre. Et bah, c'était riche, c'était intense, c'était génial. Et j'ai eu mon diplôme là au mois de septembre et j'ai ouvert ma boîte de communication en community management. C'est un métier que j'ai découvert et j'ai associé plein de choses que je savais faire à des nouvelles choses que j'ai apprises pour pouvoir justement aider les acteurs du tourisme à être visibles. Très bien. On reviendra tout à l'heure sur ce qui vous a attiré vers le secteur du tourisme. Vous avez fait donc le choix du freelance. Moi, je voulais savoir à quoi ressemblaient les conditions de travail idéales selon vous. Ben, en fait, je crois que je me suis trouvé un petit peu mon petit chez moi parce que j'ai plusieurs passions. J'ai le tourisme, mais j'ai aussi tout ce qui est sport mécanique. Et du coup, j'ai mon petite boîte de freelance à côté pour choisir vraiment les personnes avec qui j'ai envie de travailler et qui ont leur raison qui est valable et qui me parlent parce que c'est important d'avoir une bonne relation avec son client. Et aussi, ma stabilité d'emploi dans un secteur que j'adore, donc les sports mécaniques. Donc voilà, je suis dans une condition pour moi, un revenu stable tous les mois qui tombe, parce que dans le freelance, ce n'est pas toujours le cas. Et mon petit bénéfice à côté où je peux me développer à mon rythme tranquillement, parce que ce n'est pas en sortant de l'école qu'on trouve un job freelance et on gagne sa vie tout de suite. Très bien. Laetitia Régnier, vous êtes responsable de la formation professionnelle à l'ESCAET. Qu'attendent les étudiants de leur passage à la vie professionnelle aujourd'hui ? Bonjour à tous. Donc déjà, juste pour resituer, en fait, à l'ESCAET, nous, on est une école de commerce spécialisée dans l'industrie du tourisme et des voyages. Et on forme à 2 titres. Donc, on est sur du post-bac plus 2 et on forme à notre bachelor qui équivaut à un bac plus 3 et à notre MBA, le parcours qu'a suivi Gaëlle, pour obtenir un bac plus 5. Donc, pour répondre à votre question, je pense qu'il y a eu une véritable prise de conscience pour donner un sens à la carrière tout simplement des salariés et surtout ne plus subir en fait leur métier et véritablement être actifs dans cette construction de leur projet professionnel. Et je rejoins Jean-Charles qui a utilisé le mot passion que je voulais utiliser aussi. Véritablement, ce qui les séduit, pour nous, c'est ce qui les anime, c'est cette passion. Jean-Charles Francom, justement, vous avez entendu les intervenants précédents. Est-ce que vous partagez ces points de vue, cette quête de liberté, de choix, des conditions de travail, de cet équilibre recherché? Est-ce que c'est réaliste d'ailleurs? Réaliste, je ne sais pas. Je pense qu'il n'y a pas une seule réponse. Maintenant, ce qui est certain en introduction à ça, c'est que ce qu'on a senti aussi dans cette crise, c'est le déficit d'image qu'a la profession. Et ça impacte aussi le salarié. C'est-à-dire qu'on a un peu, alors avant, il y avait un peu cette image du
l'agent de voyage qui part tout le temps en vacances. Alors, c'était drôle, hein, mais les gens n'ont pas conscience de ce qu'est vraiment le métier d'agent de voyage. Et on a un vrai déficit d'image. Ça, c'est général à la profession. Et donc, ça impacte tout le monde, la profession, mais aussi le salarié. Et des fois, on a presque honte, on perd cette fierté que d'être agent de voyage. Ce qui est dommage, parce qu'en fait, on en a vraiment bavé pendant la pandémie, hein. Les gérants en ont bavé parce qu'ils ont dû chercher des aides, maintenir les entreprises, mais nous, on avait le client, on avait ces infos qui changeaient du jour au lendemain, les avoir, vient se mêler à ça des sujets comme Thomas Cook, la PST, enfin, on n'est pas toujours très fiers. Donc voilà, et c'est peut-être pour ça que je suis jury en BTS aussi, et je m'inquiète quand même du fait que les jeunes, l'agence de voyage, j'ai plutôt un discours pro-agence, hein, parce que je suis quand même plutôt en agence de voyage et pas dans le tourisme au sens large, agence tour opérateur, c'est que beaucoup d'étudiants nous disent la vente terminée, je veux pas, et les agences compliquées. Donc ça aussi, il faut quand même s'en inquiéter. Il y a quand même un manque d'attrait à la profession, et là, ça se renforce avec. On est responsable de tout. Il y a Gaëlle qui parlait qu'elle était dans les vêtements avant. Un vendeur de pull, il vend son pull, le soir, il est tranquille, hein, il rentre chez lui, il a vendu 3-4 pulls. Au pire, il délave un peu à la machine à laver, mais c'est pas grave. Nous, on rentre, on se dit qu'est-ce que j'ai vendu, pourquoi j'ai vendu ça, c'est quoi les formalités, est-ce que ça va partir, ça va pas partir. C'est le troisième report, le client va être remboursé. Enfin, c'est un métier qui est hyper prenant, beaucoup de responsabilités pour un salaire qui est quand même relativement bas. Donc voilà, c'est un peu l'état d'esprit aussi dans le métier. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place justement pour rendre à nouveau le métier du tourisme attractif? C'est compliqué. Je pense qu'à un moment, il faudra parler des salaires. Alors, pour être tout Ouais. à fait franc, autant je crois beaucoup à l'avenir de l'agent de voyage, autant l'agence, je suis moins sûr. Je pense qu'il va falloir aussi que les agences se digitalisent, c'est-à-dire mélanger le digital, le meilleur du digital et le meilleur du physique. Et ça, on l'a bien vu pendant la crise, hein, avoir un vrai interlocuteur, c'est vraiment important. Mais pareil, le mode de consommation change. Pourquoi ouvrir des agences à 9 heures quand les trois quarts des clients vont réserver entre 20 heures et 22 heures? Donc, voilà, il y a des choses qui bougent. Donc, après, est-ce qu'on fait partie d'un réseau, pas d'un réseau? Il y a vraiment plein de sujets qui fait que, mais le salaire est primordial. Et puis peut-être aussi un sujet qui est important, c'est aussi, on a un métier, comme j'ai dit tout à l'heure, hyper technique. Et je trouve encore dommage qu'on doit poser une journée de congé pour certains agents de voyage pour aller sur un salon professionnel ou de devoir poser 2 ou 3 jours pour aller en éductour. C'est dommage. C'est tous ces petits plus qui font ce métier passion. La passion, c'est assez limite. Et c'est tous ces petits plus qu'il faut essayer de valoriser pour justement séduire les Et qui, futurs salariés. et qui peuvent compenser justement un salaire. Quand vous parlez des éductours, tout ça, c'est un des avantages. Mais Pourquoi quand pas? vous parlez tout de suite là, des créneaux horaires du soir, vous pensez vraiment que ça peut rendre attractif le Alors, métier de présenter si le télétravail se développe, pourquoi pas, hein. Enfin, moi, j'ai un profil télétravail, donc après, ça dépend aussi comment on est intéressé sur les objectifs. Si c'est des agences un peu start-up où chacun est un peu flexible sur les horaires, mais que chacun gagne ensemble. Enfin, il y a des choses à réinventer aussi, je pense, un petit peu là-dedans, aller chercher ce qui fait dans les start-up. Le modèle traditionnel de l'agence, au bout d'un moment, je pense que ça va s'épuiser de manière générale, mais aussi va rendre beaucoup moins attractif pour les salariés. Très bien. Le gouvernement a présenté son plan de reconquête Destination France qui prévoit un plan de communication massif pour promouvoir les métiers du tourisme. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Charles Francom? Est-ce que c'est une bonne méthode? Oui, c'est bien, c'est bien. On en parle beaucoup, nous, au CDMV, avec les EDV, justement, suite à cette crise, c'est qu'on a un déficit d'image, comme je le disais tout à l'heure, et il est plus que temps de pallier à ça. Là, on a un tremplin devant nous, une fois qu'on sera un peu sorti de la 5e vague de Omicron, grave, pas grave, ou je ne sais quoi. Mais on a un tremplin devant nous, parce que les déçus d'Internet, les déçus du self-made, les gens qui réservent tout seuls, il y en a plein. Il y en a plein les réseaux sociaux, il faut aller les chercher. C'est peut-être ça aussi la différence, c'est qu'on faut aller chercher le client maintenant. Et sur les réseaux et sur différents supports, on n'attend plus le client à l'agence, il faut aller le chercher. Donc on a un tremplin, donc c'est bien que l'État nous aide là-dessus, aussi bien pour aller chercher des nouveaux salariés dans le tourisme, mais il faudrait peut-être commencer qui valorise déjà le métier d'agent de voyage en général et des agences de voyage. Et ça, on travaille beaucoup avec les EDV et on espère que ça va bouger.
Très bien. Pierre Butin, vous avez présenté tout à l'heure les attentes des salariés aujourd'hui. Comment y répondre? Comment répondre à la quête de sens des salariés? Ah, on vous entend plus. Là, je pense que vous devez m'entendre, voilà. Oui, c'est bon, allez-y. La quête de sens, c'est une question qui est très intéressante. D'abord, la grande difficulté, je crois, aujourd'hui, des entreprises pour répondre à la quête de sens, c'est une question qui se pose à la fois aux employeurs et aux employés, c'est la gestion de l'incertitude. Je dirais, on est dans une entreprise aujourd'hui, quelle qu'elle soit, mais la majorité des entreprises en France, c'est quand même des TPE et des PME qui sont face à une incertitude dans leur business, dans leur organisation, qui savent pas si leur vision, leurs ambitions vont pouvoir être applicables. Et Jean-Charles le disait bien, il y a plein de choses qui bougent aujourd'hui dans la réglementation, dans le contexte, qui sont pas claires. Donc déjà, il y a une grande difficulté aujourd'hui de gérer cette incertitude pour les dirigeants et de la faire supporter aux salariés, je dirais. Et évidemment, plus il y a d'incertitude, plus le sens dans lequel on va, il n'est pas évident à comprendre, quoi. C'est quand même quelque chose, moi je travaille depuis 30 ans, et c'est quelque chose de quand même foncièrement nouveau. On a traversé des crises, mais là ça dure et c'est compliqué, il y a des dégâts. Ensuite, je dirais, la quête de sens, il faut simplement y répondre en donnant du sens à ce qu'on fait faire aux gens, quoi. Alors, on vient quand même en France d'un modèle en termes de management qui est relativement présentéiste et paternaliste, on va dire, où il n'y a pas beaucoup de valorisation de ce que c'est qu'un leader qui partage une vision. Moi, je ne crois pas beaucoup à la transparence en entreprise aujourd'hui. C'est une fiction juridique et organisationnelle. Mais ce à quoi je crois, en tout cas, c'est d'être au moins transparent sur les intentions, sur la vision, sur là où on veut emmener les gens, quoi. Et je dirais, plus on est transparent sur ses intentions, sur là où on veut aller, sur le fait de partager sa vision, plus ça va donner du sens à ce que les gens font, parce qu'au moins, ça donne du sens à l'objectif qu'on veut atteindre ensemble, à ce qu'on veut faire. Et malgré tout, il y a l'incertitude qui va derrière, quoi. Donc, en dehors de répondre aux attentes dont j'ai parlé, il y a une question plus haute, entre guillemets, qui est celle de l'incertitude et de partager du sens, de partager là où je veux aller, de partager parfois mes doutes aussi, et en tout cas d'embarquer tout le monde derrière de l'information, de la communication, du sens à donner sur ce que je vais faire, sur pourquoi je vais le faire et comment et pourquoi on va le faire ensemble. Je ne sais pas si ça répond à votre question. De la transparence, si. Et comment rendre attractif le secteur du tourisme? Ah, alors là, moi, je trouve que la question, elle est extrêmement intéressante parce que dans le secteur du tourisme, on voit qu'il y a plusieurs questions qui obligent à, quelque part, c'est une bonne opportunité, hein, c'est quand c'est difficile qu'on doit se remettre en cause. Quelles sont les difficultés? Là, on voit que l'UMI, par exemple, a engagé des négociations à nouveau sur les salaires parce que le salaire conventionnel minimum, il était au-dessous du SMIC, ce qui présente une difficulté d'attractivité. Ensuite, on voit des gens qui ont quitté le secteur en masse depuis un an. Pourquoi? Pour des raisons de pénibilité aussi, parce qu'ils sont allés chercher, je dirais, des métiers peut-être mieux payés et moins pénibles. Et puis, on a aussi un problème de pénurie. C'est-à-dire que plus le chômage est bas, on est à 7,8% aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est au niveau de 2020, juste avant la crise, ou sinon au niveau de 2008, ce qui est bien, parce que ça faisait donc très longtemps qu'on n'avait pas été aussi bas. On a des candidats qui manquent. Ça, c'est 3 bonnes opportunités pour se dire, OK, il faut être attractif. Bon, maintenant, si on se situe du point de vue du candidat, qu'est-ce qui peut être attractif? Du salaire, c'est sûr. Quand on a des minimaux conventionnels au-dessous du SMIC, je comprends qu'il y ait des renégociations en cours. Le bon réflexe, il est là. Il faut revaloriser les salaires, c'est évident. Les études de Towers Watson ou de gros cabinets montrent que c'est toujours, allez, une des 3 premières raisons pour lesquelles les gens vont choisir un job. Donc, c'est essentiel. Ensuite, il se trouve que ces renégociations, j'ai regardé un peu ça, elles sont aussi assorties de réflexions sur les conditions de travail, avec peut-être la possibilité d'être plus libre le week-end, d'avoir des horaires moins extensifs. Donc, je pense que ça, c'est une seconde chose. Et puis, donc, le temps de travail, l'équilibre, les salaires, et puis, je dirais tout simplement aussi un mode de management qui doit être revu probablement, moins paternaliste, moins de présentéisme, un bon équilibre entre parfois du télétravail, comme disait Jean-Charles, quand c'est possible ou pas, et peut-être un peu plus de liens, de contact, de proximité, de management de proximité, vraiment. Je crois que c'est ça qui va rendre une entreprise attractive, et derrière le management, il y a les valeurs, hein, de toute façon aussi, quoi. Donc ça va bien avec. Surtout quand on a un dirigeant historique avec une entreprise familiale, où c'est là facile d'identifier l'homme ou la femme qui dirige avec les valeurs de l'entreprise, quoi. Très bien. Jean-Charles Francom, je vous vois acquiescer sur le management. Ça vous inspire? Bien sûr, ouais, carrément. Carrément. Ça pêche aujourd'hui dans le secteur du tourisme? Comment? Ou de manière générale? C'est quelque chose qui pêche aujourd'hui?
Pareil, il n'y a dans pas les une réponse. entreprises? Il y a celui qui va travailler pour une petite agence indépendante par rapport à celui qui va faire partie d'un grand réseau. Les plans de carrière ne sont pas forcément les mêmes non plus. Donc, c'est quand même très variable par rapport à ça. Mais oui, le management est super important dans cette période. Vous savez, dans des très gros groupes, il y a vos dirigeants qui n'ont quasiment jamais vendu ou plus vendu depuis 20 ans. Et puis, il y a ceux qui sont avec vous à côté, au bureau d'à côté et qui va dire, je suis là s'il y a le moindre souci. Donc, il n'y a pas une réponse. Mais ouais, je pense quand même que le management est important, ne serait-ce sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Permettre de participer à un salon, permettre de participer à un éductour, permettre de dire, bah, vas-y, prends 1 heure sur le temps de l'agence pour faire une formation, un webinaire, pour aller, que sais-je. Et ça, voilà, je pense qu'il faut plus regarder à l'horaire près. De toute façon, le client change aussi. On ne peut pas demander à un moment au collaborateur d'être joignable pour un client en cas d'urgence à 22 heures si on commence à lui dire, bah non, il faut faire tes 8h, 17h. Enfin, alors je sais que c'est compliqué, c'est un peu peut-être utopiste, mais je pense qu'il faut tendre à ça de toute façon. Très bien. Voilà. Gaëlle Marthe, qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre le secteur du tourisme? Qu'est-ce qui le rend attractif selon vous? Enfin, c'était une passion, le voyage, et justement, je voulais rentrer plus en détail sur le sujet, justement, et apporter mon aide à rendre le voyage abordable, le voyage immersif abordable. Je voulais, ce qui m'a vraiment intéressé dans le tourisme, c'est que je voulais sortir de tous ces gros groupes opérateurs, de toutes ces agences qui proposent toujours le même schéma, le même circuit, et c'est plus ça que les gens ils veulent. Les gens ils veulent quelque chose qui est fait sur mesure, quelque chose où ils vont rencontrer les gens, une expérience humaine. Et en fait, je voulais comprendre et m'intégrer dans ce côté humain du tourisme. C'est exactement ça. C'est l'humain du tourisme. On est en train de prendre une tournure humaine et le tourisme, il le prend de plein fer. Et les gens ne veulent plus un circuit tout préparé, tout mâché. Ils veulent quelque chose d'humain et sur mesure. Et pour en revenir à ce qu'on disait sur le management, c'est la même chose. On veut un management humain, en fait. Tout simplement, on a besoin de l'essentiel. Et on l'a oublié depuis longtemps, j'ai l'impression. Est-ce que vous avez un message à passer aux personnes qui seraient tentées par une reconversion professionnelle dans le secteur du tourisme? Si on se pose la question, il faut y aller. Si on se pose la question comme quoi on n'est pas bien dans ce secteur, c'est qu'on a une place ailleurs. Donc allez-y. Et même si ce ne sera pas pour le tourisme, vous allez faire une reconversion, vous allez apprendre plein de choses, vous allez faire un bilan sur vous-même, vous allez acquérir plein de nouvelles compétences. Donc, ça aura peut-être un lien direct ou indirect avec le tourisme. Et dans tous les cas, vous allez trouver un truc qui vous correspond plus. Et ça, c'est top. Voilà. Très bien. Merci. Allez-y. De rien. Est-ce que vous me permettez de rebondir sur quelque chose de très important qu'a dit Jean-Charles pour moi? Il a dit il faut aller chercher les clients désormais. Les clients, on peut plus se permettre de les laisser venir. Moi, j'aimerais dire qu'en fait, aujourd'hui, en recrutement, je pense qu'il en est de même pour les entreprises. Il faut aller chercher les candidats. On peut plus les laisser venir non plus tout seuls. On est sur un phénomène d'attractivité qui est important à cause de la pénurie de la main-d'œuvre aujourd'hui. Donc, il faut complètement revoir, je dirais, les raisons pour lesquelles on doit être attractif. Mais pour compléter ce que dit Jean-Charles, je pense aussi les approches du candidat. Il faut être beaucoup plus communicant. Il faut faire de l'inbound marketing. Il faut donner envie. Il faut aller les chercher. Il faut que je crois que les employeurs doivent faire un effort aujourd'hui qu'ils n'ont peut-être pas eu à faire avant quand c'était facile de trouver des candidats. Aujourd'hui, c'est difficile et je pense qu'il faut aller chercher le candidat. Au même titre, je pense qu'il faut aller chercher le client, pour les mêmes raisons d'ailleurs finalement. Et comment s'y prendre alors? Comment aller chercher, où trouver les candidats? Alors, je pense qu'il y a 2 réponses. Il y a d'abord ceux qui sont en poste. Ils ne seront pas dans les annonces, ils ne répondront pas aux annonces, ils ne font pas de candidature spontanée. Il faut aller les chercher sur les réseaux sociaux parce que c'est là qu'ils sont actifs. Et même s'ils sont en poste, ça ne veut pas dire qu'ils ne changeront pas de métier, mais on va dire, eux, ils ne candidateront pas de manière spontanée, ils ne répondront pas aux annonces, ils ne seront pas sur les job boards. Donc, il faut aller les chercher, en faire de l'approche directe, en fait, via des outils comme LinkedIn, par exemple. LinkedIn a complètement ubérisé la chasse de tête aujourd'hui et toutes les entreprises sont capables d'aller chercher des candidats, moyennant savoir utiliser l'outil. Pour les autres, ceux qui ne sont pas en poste, il va falloir les séduire avec des arguments parce que le piège de la marque employeur, c'est de faire du marketing très superficiel et de ne pas réussir à comprendre ce qui va attirer les gens ou à différencier mon agence, mon organisation d'une autre. Donc, on revient sur ce qu'on disait, le salaire, la qualité du management, l'équilibre vie pro, vie perso, la prise en compte de la pénibilité,
tous ces éléments-là, les conditions de travail, hein, je dirais, les locaux, l'éloignement qui peut être compensé par le télétravail, et pas oublier le salaire quand même, quoi. Je crois que ça reste un des drivers importants des candidats, comme le prix est un driver important pour un client. Et je pense que c'est en faisant ça, c'est-à-dire en changeant les méthodes, le discours, l'approche, et même en changeant les outils, parce qu'il faut se remettre en cause, on ne peut plus recruter comme on recrutait avant. Très bien. Vous avez parlé de marque employeur, d'inbound. Est-ce que vous pouvez nous préciser ces termes, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, la marque employeur, c'est un concept qui est apparu chez Publicis dans les années 90 et qui vise à pouvoir expliquer comment l'entreprise peut véhiculer ses facteurs d'attractivité. La marque employeur, c'est comme l'image de marque d'une marque de grande distribution ou d'une marque de vêtements ou de chaussures. Elle véhicule des valeurs derrière sa marque, un imaginaire. Et la marque employeur, bah, c'est la capacité pour l'entreprise de véhiculer tout ce qui peut être attractif et différencier sa marque, ses cultures, ses valeurs, son organisation de celles des autres entreprises. Et quand on parle de marque employeur, il faut parler de différenciation. On est obligé de dire, voilà, nous, on a notre marque et voilà ce qui nous différencie de nos concurrents, de ceux potentiellement bah, qui peuvent vous employer. Donc, ça va passer par les valeurs, l'organisation, l'histoire, le type d'organisation, le management, le salaire, les conditions de travail, la possibilité d'avoir des horaires flexibles, etc. C'est tout ça que l'entreprise va mettre dans un package en disant, voilà notre marque, voilà ce qui fait notre identité en tant qu'employeur. Après, pour répondre dans une seconde question, ce à quoi on assiste depuis 10 ans, c'est une digitalisation massive de la marque employeur, parce que les credos traditionnels, les annonces, les sites, les forums, etc., ont tendance à exister toujours, mais là où se démarque vraiment la marque employeur aujourd'hui, c'est sur les outils type YouTube, type LinkedIn, même sur Instagram, où je dirais, sans parler de sourcing de candidats, on va aller communiquer sur notre entreprise, sur des témoignages collaborateurs, sur des films qui montrent un peu l'intérieur de l'entreprise, ce qui s'y passe, comment ça se vit, ce qui est mieux qu'un discours. Je crois que les candidats aujourd'hui, ils veulent pas un discours en disant venez chez nous, c'est bien. Ils veulent qu'on leur montre que c'est vraiment bien, quoi. Donc les canaux digitaux, la communication digitale aujourd'hui apportent beaucoup de capacité des entreprises de montrer réellement qui elles sont et plus simplement de dire qui elles sont, quoi. Est-ce que ça répond à votre question? Très bien. La formation professionnelle est elle aussi un levier d'attractivité. Laetitia Régnier, vous êtes responsable de la formation professionnelle à l'ESCAET. Est-ce que vous observez un intérêt croissant pour la formation tout au long de la carrière? Alors oui, en effet, d'autant plus avec cette crise sanitaire que l'on est en train de subir, et ce depuis mars 2020, où, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a eu cette véritable prise de conscience. Et en fait, oui, on n'a jamais autant accompagné d'apprenants sur des parcours de formation. D'autant plus que on a ces projets de formation et qui s'accompagnent à des projets de financement. Et on constate à l'école qu'on a plus de 54% de financements qui sont des financements CPF. Donc, c'est le compte personnel de formation. Et c'est là que ça nous fait tilt. Et en fait, on se rend compte que ça devient de plus en plus des démarches personnelles pour pouvoir monter en compétences et même suivre un parcours de reconversion professionnelle. Très bien. Est-ce qu'il y a une véritable envie d'initiative personnelle, ce que vous venez de dire, et bien souvent la montée en compétences veut aussi dire perspective d'évolution. Tout à fait. Et si je poursuis la réflexion, de fidélisation également, ce qui m'amène à parler de la rétention des talents. Pierre Butin, comment retenir les salariés aujourd'hui en poste? Eh bien, il faut faire des efforts. Je dirais, c'est pareil. En fait, en entreprise, on arrive à faire comprendre que si ça coûte très cher de recruter, il faut fidéliser derrière, parce qu'investir fort dans le recrutement et ne pas garder les gens, c'est un échec de toute façon sociale et économique pour l'entreprise. Donc, fidéliser, je pense d'abord, c'est donner de la visibilité sur les évolutions possibles. Et là, il faut être réaliste, c'est difficile pour les petites entreprises qui n'ont pas vraiment de parcours carrière qui est écrit à l'avance. Voilà. C'est peut-être fidéliser, c'est donner des responsabilités et de l'autonomie aussi. Dans les modèles organisationnels, je dirais, les gens, ils sont en attente quand même d'un peu plus d'autonomie, d'un peu plus de responsabilité. Si en tout cas, mon périmètre technique, il change pas, si mon périmètre de responsabilité, il change, c'est bien. C'est tout simplement faire évoluer les salaires dans la durée aussi, parce que je pense que
Il faut que les modes d'évaluation permettent aujourd'hui en entreprise de dire si tu as plus de résultats, si tes résultats sont bons, s'il y a une bonne implication, s'il y a un bon état d'esprit, il faut que les salaires évoluent aussi avec la carrière. Et puis, je dirais, c'est peut-être aussi montrer qu'on peut rester dans un équilibre et dans une entreprise pour d'autres raisons que le salaire. Je dirais l'ambiance de travail, les valeurs partagées, le climat social, la confiance, la gestion des conflits. Tout ça, c'est des choses qui sont importantes. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui restent dans leur entreprise, pas parce qu'ils sont spécialement mieux payés qu'ailleurs, mais parce qu'on leur propose une aventure sociale, un collectif qui est intéressant à cause de toutes ces raisons-là, quoi. Après, dans les plus grandes entreprises, il y a ce qu'on appelle des gradués de programme. Il y a vraiment des programmes de formation accélérée pour des gens qui ont un potentiel d'évolution. On promet des carrières, etc. C'est plus facile, entre guillemets. Faut-il encore tenir ses promesses? Parce qu'on voit bien que dans des périodes troublées comme celles qu'on traverse, même si on a un beau parcours carrière qui est prévu, qui est sur le papier, c'est pas toujours évident de pouvoir le concrétiser non plus, quoi. Donc, il n'y a pas de recette miracle, en tout cas. Je dirais globalement prendre soin des gens et les suivre, et les évaluer et les accompagner, quoi. Voilà. Si on n'a pas tellement d'éléments matériels, au moins qu'on joue sur ce côté-là pour qu'ils restent, quoi. Très bien. Jean-Charles Francom, est-ce que vous avez des pistes pour maintenir les salariés en poste? Alors, je rejoins pas mal de points de ce que dit Pierre sur du moyen terme, long terme. Maintenant, il y a aussi des réponses immédiates dans la situation, parce que ceux qui quittent là, c'est ceux qui arrivent au bout du bout. C'est ceux qui arrivent au bout du j'en peux plus de faire, défaire, les clients parfois agressifs, les formalités qui changent. Le truc, c'est qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, on est sur un métier passion et pour beaucoup, l'agence dans laquelle on travaille, c'est presque notre agence. C'est nos clients, ce qu'on a construit. Et je pense aussi qu'à court terme, c'est aussi peut-être déjà alors je dis pas que personne le fait, enfin je généralise pas, hein, mais peut-être de dire, vous avez fait du bon boulot, les boîtes sont toujours là, vous avez tenu, et aussi d'orienter parfois sur les ventes en disant, OK, maintenant go, no go, on prend un risque, on prend pas un risque. Par exemple, de dire, on vend les États-Unis pour cet été ou on vend pas. Et en tout cas, si vous vendez et que ça se plante, on vous en voudra pas, il y aura pas de conséquences. Il faut qu'il y ait un discours clair aussi de dire, enfin là, je reste sur du très moyen terme par rapport à la période, hein. Mais c'est vrai que chaque dossier, on le prend comme si c'était nous, comme si c'est nous qui perdions de l'argent. Et peut-être que de rassurer en disant, la période est risquée, on prend des risques ou on prend pas les risques. En tout cas, c'est moi le chef d'entreprise, c'est moi qui les prends et je vous porte. C'est des messages qui sont quand même importants parce que je vous dis, on prend tout à cœur pour nous, agents de voyage, et on a besoin de cette assurance ou cette réassurance pour se dire, on ne fait pas une faute à vendre. En fait, c'est un peu ça. Et aussi, je voulais dire aussi par rapport aux étudiants tout à l'heure, c'est que il faut savoir les accueillir en stage. Ça peut être aussi une solution pour leur redonner la passion. Puis entre eux, ils vont communiquer en disant j'ai fait un stage en agence. Et on sait que bien souvent, les stagiaires, on les met à ranger des brochures. Il faut aussi leur donner des missions intéressantes. Enfin, je dis pas qu'ils font que ranger des brochures, hein. Mais on est voilà. Enfin, en plus en cette période, il n'y a pas grand-chose à vendre. Mais c'est peut-être le moyen aussi de les écouter, de voir, de se projeter. Par exemple, les jeunes, on peut les séduire un peu avec le côté RSE ou avec le côté un peu écologie. On sait qu'ils sont plus sensibles que peut-être ma génération. Voilà, ça c'est des pistes pour les étudiants et aussi pour les salariés là dans le temps actuel parce que je vous dis, chaque dossier, on a peur quand même. L'alternance, c'est également un levier d'attractivité? Oui, je pense. Vous parliez des étudiants tout de suite, oui. Ouais, le problème, c'est que comment recruter en alternance dans cette période, quoi. Il y a pas mal d'aides qui sont en place aujourd'hui. Laetitia Régnier de l'ISCAED, peut-être que vous pouvez intervenir sur cette question. C'est ce que j'allais dire. En effet, typiquement, nous, tous nos apprentis sont placés du coup dans des entreprises qui les accueillent. On a, pardon. Donc, ils sont tous accueillis. Et du coup, en fait, c'est l'OPCO de l'entreprise d'accueil qui va prendre en charge le financement de la scolarité. C'est-à-dire que l'entreprise n'a que le salaire de l'apprenant à prendre en compte. Ce qui permettrait peut-être à un étudiant ou un apprenant qui n'a pas encore, qui ne pouvait pas potentiellement poursuivre ses études et monter en compétences, ce sont des aides qui
qui peuvent être aujourd'hui applicables et mises en place pour justement donner un sens et aller encore plus loin que ce qu'on aurait pu malheureusement. Il y a quelques enveloppes aussi qui ont été, qui sont allouées justement au financement des salaires des alternants. J'ai pas en tête les enveloppes. Alors, j'ai plus les chiffres exactement, mais il me semble qu'il y a une enveloppe de 5 000 ou 8 000 € selon les différents types de contrats. Mais on y reviendra. Adapter le contenu des formations, c'est aussi l'un des enjeux aujourd'hui. Est-ce que la crise pousse à revoir le contenu des formations? Vous parliez tout à l'heure du tourisme durable, responsable. Gaëlle Marthe, d'ailleurs, c'est quelque chose qui vous a séduit dans le tourisme. Est-ce que la crise a eu au moins ça de bénéfique, de bousculer un petit peu la formation et quelque part, c'est un levier, encore une fois, d'attractivité? Est-ce que l'un de vous veut s'exprimer sur cette… Je veux bien parce qu'en fait, il y a plusieurs choses qui sont assez intéressantes à ce qui a été dit sur le recrutement. C'est clairement, nous, on fait une formation et on est dans l'instant T de ce qui se passe et on nous pousse à se poser des questions sur ce qui se passe et le futur du tourisme. Et on a un passé qui n'est peut-être pas du tourisme, mais un passé qui nous amène à une certaine réflexion. Et en fait, quand je vous entends parler de recrutement, vous n'avez pas prononcé le mot école et organisme de formation, alors qu'on sort d'organismes de formation sans être issu du travel. Donc, on a une nouvelle vision et on est là aussi pour redonner du renouveau au tourisme. C'est ce dont le tourisme a besoin. Et en fait, ça n'a pas été prononcé. Et on est formé pour ça. Et c'est vrai que nous, quand on est sorti de l'école, eh ben, on n'a aucun professionnel qui nous voit en disant, en fait, vous sortez tous avec un profil type, avec une personnalité différente, vous pouvez, avec vraiment un objectif et vous pouvez répondre à un poste type. Et en fait, il n'y a personne qui nous voit sur LinkedIn ou peu importe quel support pour nous dire, mais en fait, moi, j'ai une agence et je serais intéressée pour te prendre. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce qu'on est formé pour ça, on est formé pour le tourisme de demain, on a un œil nouveau sur ce qui se passe. Alors, si je peux me permettre… On n'est pas quelqu'un qui travaille depuis 10 ans dans le tourisme et qui est conditionné à travailler de cette manière-là, justement. Alors, sur le sujet des formations, il y a quand même quelque chose, comme je le disais au début, excusez-moi, avec le soleil, c'est compliqué, mais on ne va pas s'en plaindre. Comme je vous le disais, je suis jury de BTS depuis 15 ou 18 ans, je ne sais plus, donc j'ai connu toutes les versions. Accueil, animation, conception, commercialisation, VPT, AGTL et tout ce qui s'ensuit. Et plus le temps passe, on ne va pas se mentir. Alors, je ne parle pas des formations post-BTS, mais en tout cas, le BTS, qui est quand même le diplôme de référence dans la profession encore aujourd'hui, est carrément plus adapté. Carrément plus adapté. Là aussi, on a des profs qui n'ont jamais parfois poussé la porte d'une agence de voyage. Et le diplôme est carrément plus adapté. Donc, c'est avec nous, les stagiaires, des fois, on a du mal à les recruter parce que, en fait, le problème de ce BTS, c'est qu'on voit tout un peu, mais rien en fond. On survole un peu tous les sujets. Ça va de l'animateur en club jusqu'à un responsable d'office de tourisme, en passant par l'agent de voyage. Et du coup, c'est compliqué. Donc, après, il faut attendre des étudiants qui sont en bac plus 3, plus 4, voire plus 5. Et ils se disent, j'ai pas fait un bac plus 5 pour aller toucher 1 500 € dans une agence de voyage. Donc, voilà, je pense qu'au niveau de la formation, c'est pour ça que l'alternance est très bien d'ailleurs. Et aussi au sujet, alors, je rebondis sur ce que disait Gaëlle, c'est qu'effectivement, il y a un déficit. C'est assez bizarre d'ailleurs ce sujet, c'est qu'il y en a qui partent, il y en a qui vont encore licencier, puis en même temps, on voit aussi plein de gens qui ont du mal à recruter. Mais en fait, là, c'est qu'actuellement, on recherche des vendeurs et des gens qui ont déjà un minimum d'expérience de la vente parce que les comptes sont tellement serrés qu'il faut quelqu'un qui soit un peu OP tout de suite pour vendre et générer du chiffre. Parce qu'il faut savoir que les marges sont quand même assez réduites et que tant qu'on ne vend pas dans notre secteur, les banques ne gagnent pas. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'au niveau de recruter un junior, je ne veux pas être pessimiste, mais ce n'est pas la période la plus propice. On va plutôt essayer d'aller chercher les très bons vendeurs qui ont perdu leur poste, des gens qui sont partis parce qu'ils ont eu des conflits dans leur boîte, mais qui sont déjà des vendeurs et plutôt bons, parce qu'on a besoin de quelqu'un qui soit opérationnel tout de suite et qui vende. Voilà, c'était les deux sujets. Le BTS pas forcément adapté et la situation actuelle. Moi, je suis très intéressé par ce que vous dites parce que je suis aussi responsable de formation par alternance en titre RNCP, donc en formation professionnelle.
Et je crois que l'alternance, c'est difficile parfois. Vous avez raison, Jean-Charles, il y a des moments où c'est pas facile. Sauf que quand même, l'alternance, c'est aussi à la fois un formidable tremplin pour des gens qui vont changer de métier, d'avoir une formation, une expérience qui les font basculer vers un autre métier. Et en même temps, pour les entreprises, un très bon outil de pré-recrutement aussi, parce que quand on a un alternant 1 ou 2 ans, en termes de soft skills ou de compétences, on l'a formé et l'investissement, il est rentable. Je dirais, il est intéressant. C'est vrai que Caroline faisait référence aux aides et moi, je pense que ça a quand même boosté beaucoup l'alternance depuis 2 ans d'avoir ces aides de 8 000 € là, sur les moins de 30 ans. Et moi, je crois que je suis tout à fait d'accord avec vous, Gaël, hein, la formation professionnelle sous la forme de titre RNCP qui est professionnalisante, c'est un formidable tremplin pour les candidats et aussi pour les recruteurs. Je pense que les occasions sont à saisir des deux côtés. Moi, je suis convaincu comme vous de l'importance des formations professionnelles en alternance pour s'insérer et qui apportent beaucoup de garanties aux entreprises aussi. Il y a ce côté un petit peu vieux jeu de l'entreprise qui veut absolument des personnes expérimentées aussi. Vous l'abordiez tout à l'heure, Gaëlle. C'est vraiment d'actualité? C'est d'actualité, oui et non, parce qu'il y a quand même des entreprises qui laissent la place aux jeunes. Donc, je sais pas, ça dépend, je pense, de l'esprit d'entreprise. Mais il faut laisser la place aux jeunes et il faut qu'ils commencent. Après, c'est sûr qu'il faut aussi qu'ils comprennent que tu sors pas de diplôme et tu gagnes pas 2 500 € en sortant d'un diplôme. Ça aussi, il y a aussi ce côté-là à comprendre aussi aux jeunes. C'est pas parce que tu as fait un bac plus 5 que tu vas gagner 2 500 sur le premier poste. Ça, c'est hors de question, c'est sûr. Il faut se l'enlever de tête. C'est fais tes preuves, tu négocieras après, tu évolueras. Et c'est comme ça que ça marche la vie. Le problème, c'est que ça, c'est un peu plus compliqué déjà aussi à faire comprendre. Donc oui, il y a un effort à faire dans les salaires, mais dans les deux sens aussi. Ça, c'est des deux côtés, je pense aussi. Hein. C'est important. Très bien. Surtout dans le tourisme. C'est pas dans le tourisme, c'est partout. Oui, très bien. Après tout ce qui a été dit aujourd'hui, est-ce qu'il est nécessaire de revoir les stratégies de recrutement? Pierre Butin, quelle stratégie faudra-t-il adopter? Aujourd'hui, je distinguerais la stratégie de sourcing de la stratégie de recrutement. La stratégie de sourcing, c'est essentiel parce que c'est au début du processus, c'est comment on va trouver le candidat. Et là, il faut avoir du marketing de cible. C'est-à-dire qu'il faut vraiment trouver des cibles qui nous permettront de toucher nos candidats et nos candidates. Donc aujourd'hui, on ne peut plus utiliser forcément de cibles, enfin d'outils généralistes. Je dirais, il faut vraiment aller penser aujourd'hui sur quelle est la cible, l'outil par lequel la source par laquelle je vais trouver mes candidats et mes candidates qui va me permettre de toucher mon public. Donc ça, c'est une question. Il y a beaucoup de mes clients en recrutement qui n'arrivent plus à recruter parce qu'ils utilisaient les mêmes moyens qu'avant, sauf que les candidats, ils sont plus là où ils cherchaient avant. Ils sont ailleurs maintenant et il faut aller chercher ailleurs. Faire de la chasse, faire de l'approche directe, faire des relations écoles, aller faire des forums, etc. Il faut revoir les modalités dans un sens beaucoup plus dynamique, c'est-à-dire revoir ses stratégies pour être offensif, aller voir les candidats, aller sur le marché, être proactif, quoi. Et puis, il faut revoir ses stratégies de recrutement parce qu'il faut revoir nos annonces. Il faut rendre nos annonces attractives. Moi, la plupart du temps, quand je vois des annonces, moi, je suis freelance aujourd'hui, j'ai pas envie de répondre à une annonce d'emploi, mais je me dis, elles sont pas attractives. Revoir nos discours aussi. Avec quoi on a envie d'attirer? Est-ce qu'on arrive vraiment à faire la différence avec nos concurrents? Revoir notre parcours d'intégration. Il y a beaucoup de recrutements qui achoppent lorsqu'on a signé le contrat. Il y a beaucoup de ghosting aussi d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a des candidats qui disparaissent. Au moment de signer, ils sont plus là. Ils signent, même au moment de démarrer, ils sont plus là non plus. Ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Il faut se remettre en cause. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Et puis revoir l'intégration, parce que l'intégration, c'est là souvent le recrutement achoppe. Je dirais, on a tout fait bien, et puis la personne, quand on l'intègre, on l'intègre pas. Elle n'est pas bien formée, elle n'est pas bien accompagnée. Elle n'a pas vraiment les moyens d'arriver dans des bonnes conditions. Elle est un peu dans un bureau à côté le temps qu'eux, etc. Et résultat, ben voilà, ça aussi dans les stratégies de recrutement, prendre en compte l'importance de l'intégration, c'est aussi revoir nos processus et faire en sorte que l'effort il est mené jusqu'au bout et pas seulement jusqu'à la signature du contrat, quoi. Très bien. Avant de passer aux questions-réponses, est-ce qu'il y a des sujets que vous aimeriez aborder ou développer? Non, c'est OK pour tout le monde? Ben moi, il y a bien un sujet que j'aimerais rapidement développer. Allez-y, je vous en prie. En France, bon, il y a à peu près 98% d'entreprises qui ont moins de 250 salariés. C'est les chiffres de l'INSEE. Et il y a peut-être 90% des entreprises qui ont moins de 50 salariés. C'est à peu près les statistiques. Il y a 3,7 millions d'entreprises en France.
Et effectivement, la difficulté du recrutement, c'est qu'il n'est pas toujours professionnalisé. C'est-à-dire que dans les structures de moins de 50, c'est évident qu'il n'y a pas de recruteur professionnel, il n'y a pas forcément de fonction RH non plus d'ailleurs. Et forcément, les gens recrutent comme ils le peuvent, malheureusement, pas toujours bien. Et moi, j'inciterais tous ceux et toutes celles qui en PME, PMI sont vraiment confrontés aujourd'hui à des difficultés de recrutement, peut-être à essayer de se former aussi un peu au recrutement, aux fondamentaux. Il y a des très bons MOOC qui sont proposés aujourd'hui, des formations en ligne. Il y a des choses intéressantes. Je crois que si on veut vraiment être efficace en recrutement, il faut tâcher peut-être de professionnaliser un peu plus nos approches aujourd'hui. Et c'est une démarche qui est vraie en PME. Moi, je l'ai connue aussi parce que j'ai démarré en PME. Hein. J'ai fait des grands groupes, j'ai vu un peu tout. Et souvent, la PME, elle a plein d'atouts, elle a plein d'éléments. Et c'est peut-être parfois le professionnalisme du recrutement qui est peut-être à améliorer un peu de temps en temps. Je suis comme Jean-Charles, je ne veux pas généraliser, mais mieux recruter, c'est peut-être aussi rentrer dans la logique que recruter, c'est un métier, quoi. Voilà. Très bien, je vous remercie. Valérie, je te laisse la parole pour les questions. Alors, on a eu des remarques et des questions. Alors, je vais vous lire. Alors, je commence par les questions ou oui, par les questions. Alors, la première. Alors, question de Sylvie. Alors, quel parcours de formation, de développement des compétences pour des agents de voyage en poste? Parce que si en entreprise, on doit composer avec les formations garanties d'accès et les éductours qui ne sont pas forcément validables en formation. Enfin, voilà la question que l'on a de Sylvie. Je sais pas, Laetitia, si vous pouvez. Enfin, je comprends pas trop ce que Sylvie. Enfin, Là, après, nous, on ne forme pas au les métier agents de d'agent de voyage. voyage. Peut-être que Jean-Charles, même indirectement, vous pourriez mieux répondre que moi. En fait, si j'ai bien compris, c'est quel type de formation elle peut faire en étant en poste pour valider. Ah oui. Je pense qu'elle a. En fait, alors, je m'étais renseigné pour moi, mais en fait, soit c'est des formats. Par exemple, il y a la formation de Viaticus qui est très très bien euh, pour tout ce qui est se digitaliser justement, etc. Mais c'est 1 an, donc il faut pouvoir se rendre disponible 1 an. Est-ce que c'est la bonne période? Ça l'était, je pense, pendant les premiers confinements, mais ça aussi, ça a été un sujet, c'est qu'on s'est toujours dit ça va redémarrer, ça va redémarrer, ça va redémarrer. Donc, je vais être opérationnel quand ça va redémarrer, et du coup, pour certains, on n'a pas osé prendre des formations de 2, 3, 4, 5 mois. En fait, le souci dans le tourisme pour l'instant, c'est que soit c'est des formations qui sont un peu longues, même s'il y a des aides, etc., mais bon, un peu longues ou trop courtes. C'est-à-dire que faire une formation de 2 jours, je ne suis pas certain, enfin, c'est bien, ça valorise, mais voilà. Après, il y a toujours la notion de VAE. Hein. Je pense que c'est quand même la voie royale si on veut vraiment monter en compétences. Et là, il faut se poser la question de pourquoi je le fais. Est-ce que c'est juste pour de l'autosatisfaction ou est-ce que c'est dans une vraie démarche professionnelle pour dire d'évoluer, quitter l'entreprise et faire enfin toujours rester dans le tourisme, mais sur des postes de plus haute envergure. Mais je pense que la VAE, enfin je ne sais pas Pierre si vous êtes d'accord avec moi, mais ça reste quand même une des voies royales pour monter en compétences. Oui, oui, tout à fait. Je pense que la VAE, c'est excellent. C'est tout à fait dans l'air du temps de se former tout au long de la vie professionnelle et c'est aussi quelque chose qui peut permettre de passer des caps en termes d'emploi ou d'évolution interne. Après, moi, j'attirerais juste l'attention des candidats et des candidates qu'une VAE, c'est quand même un gros boulot aussi parce que il faut 1 an de travail, il faut monter son dossier, il faut le défendre. On n'est pas sûr en le défendant qu'il soit automatiquement accepté. Mais si c'est bossé sérieusement, je pense que c'est une formidable opportunité de carrière. Tout à fait. D'accord, donc c'était les autres questions, ce sont à peu près les mêmes, donc voilà. Et sinon, on a pas mal de remarques. Donc, on a une première remarque de Thierry. Bonjour. Donc, Jean-Charles Francom vient en quelques phrases de résumer la réalité des pensées des agents de voyage actuellement et non pas uniquement depuis la pandémie. Sans prise de conscience sur ces points noirs, ce métier aura du mal à trouver des compétences. On a une autre remarque de Sylvie, tout à fait d'accord avec la valorisation du métier à très forte responsabilité. Une autre remarque de Maxime, revoir son management est indispensable. Toutefois, le paternalisme a tout de même permis de rassurer les équipes pendant cette crise. Si les entreprises avaient été totalement libérées, elles auraient, je pense, disparu aujourd'hui. Et alors enfin, une autre remarque, nous avons recruté 70 apprentis depuis août 2021 et nous avons encore des postes à pourvoir, mais plus de candidats.
Donc voilà un peu ce qu'on a reçu. Et enfin, une autre remarque, esprit vieux, jeu sans doute pas généralisé, plutôt un esprit rentabilité, rapidité évoqué précédemment, surtout après 2 ans de rien. Enfin voilà, après des gens un peu. Moi, sur l'alternance, là, je salue la question, la remarque qui est de dire, alors déjà chapeau, parce que recruter 70 alternants, c'est un sacré challenge. Et moi, je dis bravo, parce que c'est un vrai engagement d'abord, et c'est énormément de boulot. Ensuite, ouais, il y a pénurie de candidats. Je crois que c'est tout à fait symptomatique de ce qui se passe aujourd'hui, hein. Même quand on veut les trouver, ben, on les trouve pas. Voilà. Donc peut-être que là, alors pas quand on a recruté 70 alternants, peut-être là où on a dû quand même faire des choses sérieuses et une vraie démarche de recrutement, mais c'est interrogatif pour les autres. Je trouve que de dire, ben, même quand on veut vraiment recruter, on trouve pas, ben voilà. Et il y a peut-être toujours des choses à améliorer, être plus attractif, aller dans un autre canal, à une autre cible, à un autre endroit, passer par la cooptation. La cooptation, c'est un élément de recrutement, mais formidablement puissant aujourd'hui. Hein, je rappelle pour la cooptation ce que c'est. On a des collègues, on a des collaborateurs, des collaboratrices, ils connaissent tous des gens qui sont dans le métier. Ils ont travaillé avec eux, ils ont été formés avec eux, ils ont beaucoup plus de garanties à nous apporter sur ces profils qu'un candidat ou une candidate qu'on ne connaît pas, hein, finalement, qu'on rencontre, qu'on voit 1 heure. Et il y a beaucoup de questions qui se posent encore. Donc la cooptation, c'est peut-être un levier très, très intéressant pour aller booster du recrutement quand on a des collègues de travail qui connaissent des gens qui peuvent travailler, donc ils peuvent recommander les compétences. Et bien sûr, ça se rémunère, hein, la cooptation. Un recrutement de cadre en PME, ça coûte entre 6 et 8 000 euros. Donc, rémunérer à 1 000 ou 2 000 euros une cooptation, c'est très largement rentable pour l'entreprise et c'est une action de fidélisation pour nos collaborateurs. On les implique aussi un peu plus et on les rémunère. Et je dirais que c'est très bon, quoi. Je ne sais pas si d'autres veulent réagir là-dessus, mais moi, je trouve que c'est un des canaux les plus puissants aujourd'hui en termes de recrutement, quoi. Et puis la parole du collaborateur est bien plus crédible que n'importe quel message que voudra diffuser un recruteur. Absolument. C'est vraiment de la bonne marque employeur. Il y a un vrai témoignage. C'est pas un discours où derrière on ouvre la porte et puis il y a autre chose, quoi. Donc j'ai encore une autre question qui vient d'arriver. Quelle est la proportion des nouveaux entrants dans les formations professionnelles pour adultes par rapport aux apprenants issus du secteur? Est-ce en progression? Si je comprends bien la question, c'est est-ce qu'il y a beaucoup de parcours de reconversion en fait, des professionnels qui sont pas dans le tourisme et qui veulent se reconvertir? Oui, je pense que C'est ça? oui, apparemment, oui, je pense. Oui. Je pense que c'est ça en effet. Oui. Alors, on est à 50% de parcours en reconversion versus 50% de parcours qui sont déjà dans l'industrie du tourisme et des voyages et qui veulent simplement accéder à un titre RNCP. D'accord. Moi, sinon, j'ai plus d'autres questions apparemment pour le. Voilà. Très bien. Non. Oui, Caro. Non, je t'en prie Valérie, pardon. Mais en tout cas, je vous remercie pour vos interventions, hein, franchement, qui étaient très intéressantes. J'espère que ça a apporté des choses à la profession, j'en suis sûre. Donc, il faut savoir que oui, les challenges à venir des entreprises donc, seront le recrutement et la fidélisation des salariés, la formation du personnel, très importante, offrir des perspectives d'évolution et davantage valoriser donc en fait dans leur travail les salariés. Peut-être qu'il faut revoir également, en effet, comme a dit Monsieur Butin, donc les manières de recruter hein, qui ont changé. D'ailleurs, à ce sujet, on organise donc dans le cadre du DITEX cette année, c'est une nouveauté, le DITEX Jobs Days, donc c'est les 28 et 29 mars prochains. Donc ça sera en fait un workshop virtuel des recruteurs de l'industrie du tourisme, donc et en fait voilà, pour essayer de répondre à ces problèmes de recrutement, on va essayer de lancer ce salon virtuel. Voilà. Très bien, merci à tous. C'était très sympathique d'échanger entre professionnels sur les perspectives du métier. Merci Valérie et Caroline pour votre invitation. Merci à vous Pierre. Tout pareil, merci beaucoup. Merci à tous. Très bonne fin d'année à tous en tout cas. Également, à bientôt sur un autre événement Au revoir tout le monde. lié à l'emploi. Très bonne fin d'année. Au plaisir, au revoir.
Au revoir. Au revoir. Au revoir.